Je vais vous partager mon écran, les mecs. Il y a deux, trois trucs que je voulais vous présenter. Hop, normalement, c'est good. Si on regarde sur la partie ETF, parce que aujourd'hui, tous ceux qui vous disaient bearish, 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 globalement, forcé de constater que il y a quand même plus d'inflow que d'outflow, hein, qu'il y a plus d'entrées que de sorties. Sur Bitcoin, c'est monstrueux. Il y a des journées, on est presque au milliard d'entrées. C'est un truc de fou. Hein. 934 millions de dollars. Bon, là, des fois, c'est beaucoup plus ténu. Mais il y a eu des moments où on était à plus d'un milliard sur une journée, quoi. 900, 950 milliards. Il y a un moment donné, on était à 980, pas 900 milliards, 950 millions, etc. C'est quand même assez fou. Et on a dépassé les. Regardez, hein, sur Bitcoin, regardez l'accumulation de malades mentales. On a eu la correction là de demi-cycle sur avril, février, mars, avril, et ensuite on repart à la hausse. Là, il y a une accumulation de malades sur Ether, et on verra après avec le staking d'Ether. Je pense que ça pourra s'accélérer. Pour l'instant, on a quand même plus d'entrées que de sorties sur Ether. Ça a pas mal accumulé. Il y a encore des sorties. C'est des volumes qui ne sont pas du tout équivalents à ce qu'on retrouve sur Bitcoin. Mais regardez, on a eu une correction, une petite baisse, et là, ça repart à la hausse. On est de nouveau dans une phase d'accumulation. Et là, d'accumulation sur les ETF, mais on-chain, il n'y a jamais eu aussi peu d'Ether et de Bitcoin sur les plateformes d'échange. OTC aussi, over the counter. Et il n'y a jamais eu autant de gros porteurs sur Ether et sur Bitcoin. C'est un truc de fou. Depuis toute l'histoire de la crypto, ça n'a jamais été aussi important. Au niveau de la politique des taux, on voit qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus vers un maintien des taux. C'est-à-dire que plus on avance, en fait, au départ, c'était souvent, on prévoit une baisse de taux et puis en fait, il n'y a pas de raison de penser immédiatement qu'il y en aurait eu, parce qu'il faut une raison. Hein. Si à un moment donné, on a une baisse de taux, les gens ne comprennent pas que, tiens, s'il n'y a pas de baisse de taux, une baisse de taux, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se casse. Il y a une raison de baisser les taux. D'accord? Si l'inflation est sous contrôle et que l'économie se porte de bien et que globalement, il n'y a pas de chômage et tout, il n'y a pas de raison qu'il y ait une baisse de taux. Et du coup, ça veut dire que c'est synonyme aussi d'une certaine stabilité de marché. Si on décide de baisser les taux, les gens se disent c'est bullish parce que les alts ou la crypto aiment bien la baisse de taux. Et c'est plutôt propice aux actifs risqués. Et on peut comprendre d'une certaine manière pourquoi. Sauf que sur le court terme, c'est absolument pas le cas. Si demain, il y a une baisse de taux, ça dérouille. Hein. Ça va faire peur. Hein. Regardez ce qui s'est passé pendant le Covid. Hein. Baisse de taux, impression monétaire. Alors, le marché ont très mal réagi. À un moment donné, ils ont baissé. Et ils auraient baissé bien plus bas s'ils n'avaient pas été là pour racheter tout ce qui se passait. Hein. D'accord. Il y avait un vrai mouvement de panique. Ça, pareil, les gens, ils l'oublient. Mais du coup, tant qu'on reste sur des taux équivalents, et pour moi, plus on va rester sur des taux comme ça, sans qu'il y ait des baisses, sans qu'il y ait des mouvements, plus ce sera positif pour une continuation de la tendance qu'on a aujourd'hui et qui, pour moi, est toujours haussière. Elle est toujours haussière. Simplement, elle est un peu différente parce que on est toujours en quantitative tightening pour le moment. Et tant qu'on n'est pas en fin de quantitative tightening, sur les alts et que l'Ether ne performe pas bien et tout, hein, je ne reviens pas dessus, mais vous ne pouvez pas vous attendre à avoir des miracles sur la partie alt. Par contre, on se rend compte que sur les dernières semaines, on a une surperformance de l'Ether par rapport au BTC. C'est là où j'avais dit sur Twitter, tiens, on est peut-être passé à la phase 2. Au départ, la phase où le Bitcoin surperforme, dominance super élevée. Phase numéro 2, l'Ether surperforme. Phase numéro 3, c'est les alts du top 10 qui se performent. Et ensuite, c'est la véritable alt season où là, il y a tout qui déverse, ça part n'importe comment, etc. On pourrait peut-être commencer à voir les prémices de la première itération du passage à la phase 2. On verra. On verra un petit peu comment ça va se passer. Pour moi, c'est un peu trop tôt pour pouvoir le dire. Mais en tout cas, sur le court terme, c'est quand même assez engageant. Et là, voilà, la majorité des gens, et moi j'en fais partie aussi, des personnes qui pensent que plus on avance, mieux c'est s'il n'y a pas de changement de politique de taux. Et s'ils le font, c'est qu'ils n'auront pas le choix. Et c'est qu'en général, il y aura des news qui ne seront pas très positives pour nous. Après, on n'est pas à l'abri aussi d'un Black Swan. Hein. On n'est pas à l'abri d'un Black Swan, d'un truc qui nous dit, bon, voilà, les gars, il y a un truc qui pète, un truc auquel on ne s'y attend pas, et ça peut faire très mal. Une nouvelle qui arrive, les tarifs douaniers de Trump, on s'y attendait peut-être pas forcément, mais de se dire qu'on est à un niveau d'incertitude qui est, d'un point de vue sentiment de marché, plus important que ce qu'on avait connu sur le Covid, c'est là où je me dis que c'est quand même assez fou. Hein. Le mec, il te tweet un peu ce qu'il veut, et il te fait un tweet à un moment donné en disant je mets en pause les tarifs douaniers pendant 90 jours, tu as les marchés financiers qui augmentent et tu as la crypto qui repète.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un mec dans le monde est capable de faire la pluie et le beau temps sur les marchés. Ça vous renseigne sur le niveau de sentiment de marché qui globalement n'est pas basé sur quelque chose d'ultra concret pour moi. C'est-à-dire que oui, il y a des questionnements à avoir, mais de se dire qu'on est sur les mêmes niveaux qu'une guerre, pandémie mondiale ou qu'un truc comme ça me paraît quand même assez fou. D'accord. Il y a des questionnements à se poser sur la partie macro. Euh, c'est pas non plus aujourd'hui, il y a aussi, tu vois, la guerre Ukraine, Russie, il y a pas mal d'incertitudes par rapport à ça. Mais attention, voilà. Rapidement, on se rend compte que si on prend principalement le côté tarif douanier, en un tweet, en un truc, ça peut rapidement changer. Et on voit que Powell a pas envie de baisser les taux, hein. Je veux dire, Trump, il lui dit, il fait des blagues en disant je vais te virer, n'a pas un machin. Powell a fait comprendre que lui, non, il s'en fout. En fait. C'est normalement censé être un organisme indépendant avec le gros foutage de gueule parce que dedans, tu as quand même des shareholders, hein, tu as des actionnaires de la Fed. Ça aussi, les gens, ils ne le savent pas trop. Je vous invite à lire le bouquin La créature de Jekyll Island hein, pour comprendre un peu la création de la Fed en 1914, comment ça a été créé, les actionnaires qui à l'intérieur, etc. Et des gens qui ne sont même pas visibles sur le board des actionnaires. Hein. C'est des gens qui ne sont pas visibles, évidemment. Mais c'est on dit la réserve fédérale, c'est une entreprise qui n'est ni fédérale et qui n'a pas de réserve. Voilà. Donc vraiment, lisez le livre La créature de Jekyll Island. Je pense que ça vous ouvrira l'esprit sur comment fonctionnent les marchés et globalement, qui est un marché qui est ultra manipulé de A à Z. Et quand on vous fait croire qu'il y a une poignée de personnes qui vont travailler pour l'économie, etc., globalement, c'est pas vrai. Voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça que Satoshi Nakamoto a écrit aussi et a développé le Bitcoin, c'est de se dire en fait, on peut pas faire confiance aux humains et il vaut mieux que ce soit géré par des ordinateurs. Et moi, je pense que c'est plutôt une bonne chose aussi. Si on regarde d'un point de vue on-chain, il y a plusieurs indicateurs que j'ai déjà eu l'occasion de vous présenter. Celui-ci qui est vraiment pas mal de chez Capital Investment. Et là, on voit que par exemple, sur la partie alt, d'accord, il y a un indicateur qui est l'index de spéculation. Alors, l'index de spéculation, c'est globalement l'engouement qu'on peut avoir sur les alts et la volonté des personnes à investir sur les alts. Est-ce que les gens décident de spéculer sur la partie alt ou non? Globalement, c'est mort. Là, on se rend compte que par rapport au mois de mars, par rapport mars 2024, hein, d'accord, ou fin d'année 2024, là où il y avait quand même une certaine recrudescence sur les alts, là, on n'est pas du tout sur les mêmes niveaux. On est même sur un truc où vraiment il y a un désintérêt total sur les alts. Vraiment, les gens s'y désintéressent totalement. Par contre, là, il y a à un moment donné un autre indicateur qui s'appelle le crypto breath. Donc, breath, c'est respiration. C'est plutôt, en fait, globalement, est-ce qu'il y a des alts qui commencent à se réveiller et qui commencent à avoir une structure bullish par rapport à leur tendance de fond baissière. Est-ce que là, il y en a certains qui commencent à être au-dessus, par exemple, de leur moyenne mobile 200? Est-ce qu'il y a des golden cross, etc. Voilà, est-ce qu'il y a un sentiment qui commence à se réveiller et une tendance sur certains alts qui se réveillent malgré un sentiment de marché bas? C'est ça qui est intéressant. Et là, on se rend compte que oui. D'accord. On voit que ça commence un petit peu à se réveiller là-dessus. Pourquoi? Parce que, bah, évidemment, ceux qui accumulent, c'est principalement les baleines et que les retail aujourd'hui sont pas forcément présents. C'est-à-dire qu'on a un Bitcoin qui est à l'ATH, on a un sentiment de marché qui est extrêmement bas sur les alts. Malgré ça, une structure qui commence à changer un petit peu parce que la dynamique de l'Ether aussi a changé. C'est très lié par rapport à la dynamique de l'Ether. Si on regarde le ranking de Coinbase par rapport à l'ensemble des applications qu'on peut retrouver sur l'App Store en ce moment, et on sait que quand on est sur l'application Coinbase qui est dans le top, vraiment dans le top des applications, en général, ça pue. D'accord. On l'a vu quand c'était passé presque dans les premiers sur mars 2024. En général, on a eu la correction. Quand on est passé sur le top sur fin d'année 2024, pareil, ça puait. Là, on est 312e, d'accord, 308, pardon. Et sur les applications de finance, on est 20e. Voilà. Donc, globalement, pas ultra fou et pas d'engouement non plus. Sur la partie BTC, si on regarde sur Google Trend, donc les requêtes qui sont effectuées par rapport au cycle de 2017, par rapport au cycle de 2021, on est à l'ATH sur le Bitcoin. Regardez l'engouement. Il n'y a rien. Vraiment, les gens s'y sont désintéressés au total. C'est pour ça que il y a des articles qui réexpliquent ça aussi d'une autre manière que ce que je viens d'expliquer là, qui expliquent que le Bitcoin pourrait monter bien plus haut en raison de l'absence de FOMO et d'euphorie sur les marchés à terme, parce que s'il y a les contrats à terme, les produits dérivés, les CFD, etc., les contrats futurs, qui donnent une vision complémentaire à ce qu'on voit ici et qui corroborent les informations que je viens de vous présenter là. Et quand on regarde, on est vraiment là-dessus. Hein.
un intérêt pour la crypto qui est très bas, des alts qui se font éclater avec vraiment un désintérêt total malgré un changement de situation là sur le court terme avec certaines baleines qui continuent d'en accumuler et encore une Bitcoin season en fait. Là, c'est quand même assez fou de se rendre compte qu'on est sur un sentiment comme ça avec un Bitcoin à la TH. Je veux dire, il y a très peu de gens qui en parlent sur les réseaux sociaux. On n'a pas entendu des émissions à la télé qui en parlent beaucoup. On est très très loin d'une phase euphorique. Pour ceux qui ont vraiment connu une phase euphorique sur 2017, sur 2013, 2014, 2015, sur 2021, on est très loin de ça. Hein. Très 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 loin de ça sur Bitcoin et sur les alts. Hein. D'accord. C'est ça que moi, c'est ça qui me fait dire qu'il y a encore une belle augmentation et qu'à un moment donné, il va y avoir des déversements. Je ne vois pas pourquoi on aurait eu des déversements, on verra sur la partie technique, mais à chaque fois, on a eu des déversements sur la partie alt et que ce n'est pas parce qu'on a des ETF aujourd'hui qu'il n'y en aurait pas, tout simplement. Voilà. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est aussi lié à ce que va faire l'Ether. Si l'Ether ne performe pas bien, s'il ne dépasse pas son ATH, l'alt season, il y en aura peut-être une, mais elle sera pourrie. Si on veut une vraie alt season, il faut qu'il performe bien. Et plus les alts saignent pendant longtemps, mieux c'est aussi. C'est-à-dire que tu rinces énormément de gens. À la fin, quand il n'y a plus personne, quand il y a beaucoup moins de vendeurs que d'acheteurs, quand ça repart très très vite. Et surtout quand vous êtes sur des écosystèmes avec très très peu de liquidité. Il y en a même certains qui étaient des bears aguerris, hein, notamment le fondateur de CryptoQuant, qui a changé son fusil d'épaule. C'est-à-dire que, je vous en avais parlé aussi, hein, mais pendant très longtemps, il était passé bearish. Il disait, voilà, d'un point de vue on-chain, en fait, ça pue, le Bitcoin, c'est pourri, en gros, on part en bear. Et là, il a dit, voilà, il s'est trompé. Il a accepté de se dire, en fait, l'analyse on-chain, c'est intéressant, mais il y a aussi des faux signaux. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir que de l'analyse on-chain. Il faut faire de la technique, il faut faire du fondamental, il faut faire de l'économie, il faut faire du macro, il faut faire de l'empirique aussi. Voilà, il y a pas mal d'indicateurs que vous pouvez être amené à suivre. Et même en faisant ça, il n'y aura pas de garantie non plus. Mais aujourd'hui, il n'y a aucun indicateur top qui a flashé top. Aucun. Des moments, on a des bulles momentanées, on a des surchauffes momentanées, mais des signaux de top, vraiment de top, top, top de marché, parmi tous ceux qu'on a connus jusqu'à maintenant, il n'y en a aucun qui a top. Donc après, on peut se dire, OK, oui, tous les indicateurs ne seront pas bons, mais de là de se dire que tous les indicateurs qu'on a connus jusqu'à maintenant, qu'il n'y en ait aucun qui a flashé rouge sur la partie top, ça me paraît quand même assez fou. Donc pour moi, le scénario le plus probable, c'est qu'on continue, hein, que le Bitcoin réexplose, là, possiblement même assez rapidement, que la dominance reparte, que l'Ether suive un petit peu aussi, mais moi, je le vois plus progresser plus tard. Et que quand ça augmentera, ça va surprendre énormément de gens. Et que quand ça va surprendre les gens se diront, bah, c'est bon, c'est reparti en bull run, ils vont louper l'augmentation. Et donc, soit ils vont commencer à rentrer à ce moment-là, soit ils vont attendre un pullback qui n'arrivera pas. Et quand ils vont commencer à rentrer d'un coup parce que le pullback n'arrivera pas, là, ça sera le top. Là, ça sera le top. Et là, ça va faire très, très mal. Parce qu'aujourd'hui, des gens qui sont surexposés et tout, il n'y en a plus énormément. Hein. Les liquidations, il y en a eu quand même beaucoup. Mais vous voyez que le sentiment, il change. Hein. Et moi, ça c'est un tempérament que j'aime beaucoup, c'est-à-dire accepter de se dire j'ai tort. Voilà. Je pense qu'il y a un scénario qui est là, il y a une invalidation. L'invalidation, c'était le dépassement de la TH. Dépassement de la TH, il y a une invalidation de mon scénario. Il ne faut pas s'entêter sur un truc en se disant ouais, mais non, mais parce que là, c'est parce qu'il y a eu des liquidations, parce qu'il y a eu un certain truc. Non, il faut accepter à un moment donné d'avoir tort. Point barre. Si tu n'acceptes pas d'avoir tort, tu risques d'avoir, tu vas passer vraiment un mauvais quart d'heure. Donc, il y a un vrai changement. Il y a un vrai changement d'un point de vue sentiment de marché, avec vraiment un truc de fou, quoi. Bitcoin à la TH et un sentiment des retail. Et quand je dis retail, on se met dedans. Hein. Regardez, hein, le sentiment de marché, il n'est pas là. Hein. Pas du tout, pas du tout. Et sur les réseaux sociaux, il y a très peu de gens qui en parlent. Dominance, attention aussi, parce que là, je vois beaucoup de gens qui vous disent ça y est, alt season, et on voit qu'on a eu une recrudescence sur l'Ether principalement et sur certains alts au moment où la dominance du Bitcoin a baissé. Sauf que quand on regarde, quand il y a une dominance du Bitcoin qui baisse, il peut aussi reprendre. Hein. Ça a été le cas plusieurs fois. Là, on a eu une baisse. Ce qui serait intéressant pour se dire là, potentiellement, on aurait atteint un top, on verra. C'est on a une augmentation, dead cat bounce, et là, on vient chercher un plus bas. Si là, on vient chercher un plus bas, ça sera très positif. Et si après, on a encore une augmentation, une baisse, etc., on le verra, on le ressentira immédiatement sur les alts, hein, sur les terres, sur les alts, etc. Et là, ça sera très positif pour la suite. Et pourquoi je vous dis, je vais me mettre en weekly, ça sera plus simple. Pourquoi je vous dis que aujourd'hui, j'ai du mal à entrevoir un scénario où il y aurait tout simplement pas du tout d'alt season? Parce que regardez, en fait, là, cycle de 2016-2017, en fait, il n'y avait que du BTC principalement. Il y avait un peu d'alt, mais on était sur une dominance du Bitcoin à 95-97%.
On a une baisse de dominance du Bitcoin. Et ça, c'est une alt season, d'accord, hein. Quand les mecs, ils vous disent ça, c'est une alt season, non, ça, c'est de la merde, hein. Ça, c'est de la daube. Ça, c'est de la daube, ça, c'est de la daube, ça, c'est de la daube. Une baisse de dominance, c'est ça. D'accord. C'est ça. Ça, ici, là, c'est le cycle de 2017. D'accord. C'est l'alt season de fou qu'on a eu en 2017. Ça, c'est l'alt season qu'on a eu sur 2021. Et pour moi, si vous regardez un peu, hein, on est sur une vraie tendance baissière sur la dominance. C'est-à-dire que si vous tracez une droite de tendance entre là, là et ici, euh, vous êtes vraiment sur un canal baissier. C'est-à-dire qu'on se rend compte que la dominance du Bitcoin de cycle en cycle perd de plus en plus de dominance au profit des alts et que ce qu'on appelle alt season devient de moins en moins forte et significative parce que la volatilité, elle se tasse. Elle se tasse sur la dominance, elle se tasse sur les alts et sur le marché globalement. Et je vois pas pourquoi, cette fois-ci, voilà, pourquoi on déciderait de ne pas avoir d'alt season. Pourquoi? Pourquoi là, on serait sur un scénario où le Bitcoin ferait qu'augmenter, dominance, qui pète, voire même qui dépasserait, moi pareil, un scénario où je me dis, je ne vois pas la dominance du Bitcoin dépasser les 74% parce que c'est un point haut du cycle précédent. Ça casserait les modèles qu'on a connus par le passé. On verra, hein. Mais je ne vois pas pourquoi ça serait le cas. Pour moi, le scénario le plus probable, c'est qu'on vienne clôturer en dessous des 74%. Et du coup, on serait clairement dans une tendance baissière qui resterait dans ce qu'on a connu, avec des baisses de retour sur investissement sur le Bitcoin de cycle en cycle, des baisses de retour sur investissement sur des altes de cycle en cycle. Voilà, pour moi, c'est le scénario aujourd'hui que je privilégie. Et il n'y a aucune raison de penser. Et tous les indicateurs que les mecs vous disent, parce qu'il y a les ETF, parce que la macro, parce que ce que vous voulez, il n'y aura pas d'alt season parce que X ou Y raison, à chaque fois, c'est des raisons qui, pour moi, ne sont pas probantes. Voilà. Donc on verra, hein. J'ai accepté aussi de me dire, c'est OK. Si demain, il n'y a pas d'alt season, je suis OK avec ça. Je suis OK. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est un scénario auquel je ne crois, aujourd'hui, je ne crois pas. Ou très, très peu. J'y mets pas du tout une forte conviction là-dessus. Si on regarde sur la partie BTC, aussi, ce qui est intéressant, si je ne me mets pas en weekly, mais que je me mets en daily, vous avez, hop, vous avez récemment des Golden Cross. Là, on vient d'avoir une première Golden, enfin une Golden Cross. D'accord. Donc la moyenne mobile, 200 a dépassé, la moyenne mobile 50, pardon, a dépassé à la hausse la moyenne mobile 200. Donc on a un vrai momentum en fait sur le court terme. C'est pour ça qu'il faut se méfier. Il faut se méfier. C'est-à-dire que les gens qui vous crient bull run, bull run, bull run ou alt season, attention. Il faut vraiment se méfier parce que là, c'est pas alt season du tout. On a un momentum. D'accord. On a vraiment un momentum sur le prix. Et la Golden Cross le confirme. Mais regardez, entre là, où on a eu la Death Cross, c'est-à-dire en avril, on a eu une Death Cross. Et là où on a eu la Golden Cross, tous ceux qui attendent des confirmations techniques, regardez, le Bitcoin, il est passé de 75 000 à l'ATH. C'est pour ça que les mecs qui vous disent, moi, je vais suivre les indicateurs et je vais voir, et ils n'acceptent pas la volatilité ou le risque sur le court terme, se font éclater, ils achètent souvent bien plus haut. Parce que quand il y a des confirmations d'un point de vue technique, et là je vous parle des Golden Cross ou des Death Cross ou ce que vous voulez, le prix, il évolue fortement. Et c'est valable pour l'Ether, c'est valable sur tout. D'accord. Là, sur l'Ether, on a eu une Golden Cross. On a eu une Death Cross, là. D'accord. Il y a eu une baisse. Là, regardez, on n'a pas encore eu de Golden Cross, hein. Il est possible qu'on en ait une bientôt, avec la moyenne mobile 50, là, qui va sans doute à un moment donné dépasser la moyenne mobile 200. Quand ce sera le cas, les mecs vous diront ah, l'Ether Golden Cross, c'est super. Sauf que l'Ether, en attendant, il sera passé de 1300 balles à peut-être 4000. Hein. Et donc, toi, tu as loupé tout le mouvement. Alors après, tu as une confirmation. Tu te dis, OK, c'est super, et tu acceptes de rentrer à ce moment-là. Mais si on regarde par le passé, au moment où il y a eu des Golden Cross, quand il y en a eu une ici, le cours a augmenté. Il y en a eu une là, bon, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Il y en a eu une ici, regardez ce que ça a donné après. Là, regardez ce que ça a donné. Si on revient ici, là, il y a une Golden Cross, ça a augmenté. Là, il y en a une là, ça a augmenté. Là, il y en a une ici, faux signal. Ça aussi, ça arrive, hein, faux signal. Alors évidemment, là, c'était le Covid. Donc le faux signal, on peut le comprendre. Là, on en a une ici, augmentation, etc., etc. Donc là, on vient de passer avec une structure qui est pour moi extraordinaire sur le BTC. Regardez, la droite de tendance, c'est une droite de tendance qu'on est venu toucher, qui est pile au plus haut du cycle précédent. On est venu là, ici, zone de résistance, zone de résistance, zone de résistance. On est venu la toucher en zone de support et là, on a une Golden Cross. Et les mecs, ils vous disent bear market ou c'est mort, le cycle est terminé. On verra. Mais là, la théorie du dead cat bounce, qu'on vous disait avec Théo, on vient de dépasser la TH. On va attendre la clôture en hebdo. Et ça pue pour la théorie du dead cat bounce. Hein.
Pour moi, c'est plus une continuation de la tendance. Et pourquoi pas aller chercher les 120 000, 125 000. Et plus le Bitcoin augmente vite, plus le Bitcoin augmente fort, et plus il monte haut, plus on a de chance et de probabilité aussi d'avoir une belle performance après sur les alts, parce qu'il faut que le Bitcoin performe bien. Moi, je suis pour qu'un Bitcoin monte à 200 000 balles. Parce que si le Bitcoin monte à 200 000 balles, ça veut dire que si ça se déverse sur les alts, il y aura beaucoup plus de capitaux pour aller sur les terres, pour aller sur les autres trucs. Si le Bitcoin s'arrête à 105 000, il y aura un déversement, mais il sera moins significatif. Donc, on a un intérêt aussi à voir ça. Et on a eu un vrai rebond, quoi. Si on regarde la paire Ether BTC, si j'enlève ça, d'accord, je vais enlever ça. Hop. On a eu un rebond de fou ici. On a vraiment rebondi sur le support. Donc là, c'est l'Ether par rapport au BTC sur le support historique du plus bas du cycle d'avant. Donc on est toujours sur une tendance globalement haussière sur l'Ether par rapport au BTC. Mais pour moi, ces supports-là, il ne faut pas les perdre. Et là, on a eu un rebond super. Donc on verra. À chaque fois qu'on a eu des rebonds jusqu'à maintenant, ça s'est pété la gueule. Donc on verra. Mais il est possible qu'on ait atteint un bottom. On verra. On verra un petit peu comment ça va se passer. Sur les alts par rapport au BTC, ça a saigné. Là, les gens, ils vous disent ça va augmenter, ça va augmenter, ça va augmenter. Pour l'instant, sur les alts, si on exclut l'Ether, etc., on n'est pas sur une tendance haussière. Regardez, on est clairement sur une tendance baissière. Et pour l'instant, ce n'est pas prêt de changer immédiatement. Il y a d'autres indicateurs que vous pouvez être amené à suivre. C'est celui-ci, moi, que j'aime beaucoup. C'est la dominance du Bitcoin plus la dominance de l'USDT plus la dominance de l'USDC. Quand vous avez atteint un top, quand vous avez atteint ces niveaux-là sur le cycle d'avant, quand la dominance du Bitcoin elle est hyper élevée, la dominance des plus gros stablecoins reste élevée, en général, c'est que les gens recherchaient de la sécurité dans la partie purement crypto. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ça baisse énormément. Et là, c'est l'alt-season. Là, on a eu une augmentation beaucoup plus longue et un saignement des alts beaucoup plus long parce qu'il n'y avait pas de liquidité. Là où on était en fin de quantitative tightening en 2019, là, ça n'était pas le cas sur ce cycle. On est toujours en quantitative tightening. Peut-être fin juin, on verra. Mais pour l'instant, on y est toujours. Donc, ça augmente. C'est une mort lente et douloureuse sur les alts. Et là, on arrive sur des niveaux, pour moi, qui sont super intéressants à surveiller parce qu'il est possible, on verra un petit peu ce qui va se passer, mais qu'on puisse avoir à un moment donné des retournements. Là, pour l'instant, on a eu un rejet sur cette zone-là, donc on verra. On est venu tester ici, zone de support. Là, on est dans un range, avec toujours une dominance du Bitcoin qui est hyper élevée. Les mecs qui sont bearish sur le Bitcoin aujourd'hui, attention. Prochaine vague qui arrive sur le BTC, ça peut remonter. On peut aller toucher les 66, 67%. Tout à fait possible. Ça ne veut pas dire que les alts ne vont pas performer, mais je ne vois pas la conformation de marché où les alts surperforment pour le moment. Ça me paraît un peu tendu. Puis après, il y avait d'autres indicateurs que je vous avais déjà présentés, mais voilà, d'un point de vue technique, globalement, c'est pas non plus un truc où on se dit bear. Alors, moi, je reste encore très positif. De l'autre côté, on a toujours le fameux Sailor qui achète à tour de bras. Donc là, il a racheté récemment 4020 BTC, continue encore d'en acheter. Il augmente son coût d'achat, son coût d'acquisition de jour en jour. Là, vous voyez, son coût d'acquisition sur BTC, il est 70 000. D'accord, 70 000 balles. Il n'a jamais autant acheté que là, au top, en fait. Il y a d'ailleurs eu toute une polémique sur la partie Sailor où il a fait une conférence. D'ailleurs, il y a la conférence Bitcoin qui arrive bientôt. Attendez-vous pas à des miracles. Hein. C'est juste des Bitcoin maxi qui vont s'auto-congratuler à droite, à gauche et qui sont même prêts à inviter des mecs comme Peter Schiff qui détestent Bitcoin et tout, plutôt que d'aller inviter des gens comme Vitalik, par exemple, ou Sergei Nazarov, ou je sais pas, des gros fondateurs de projets. Ils sont prêts à mettre des mecs comme Peter Schiff qui sont des réfractaires à Bitcoin plutôt que d'aller mettre d'autres personnes comme Vitalik à l'intérieur. Bon, ça m'a toujours fait rigoler. Et d'ailleurs, je leur dis, mais les Bitcoin conférences, tous ces trucs-là, utilisez cet argent-là pour faire du DCA sur du Bitcoin, ce sera plus rentable pour vous. Ça sert à rien d'aller sur ce genre de conf. C'est juste des placements de produits avec en plus souvent des personnes qui se révèlent être des gros scams. Typiquement Celsius avec Machinsky qui vient de prendre 20 ans de toll. Il y avait SBF, il y avait plein de mecs comme ça. Donc vraiment méfiez-vous. Et donc, il y a eu une conférence où Sailor a fait une conférence de presse que vous pourrez voir ici. D'accord ? Et on lui pose la question, on lui dit, tiens, ça serait pas mal que vous puissiez faire une proof of reserve et de prouver en fait que les bitcoins que vous les achetez vraiment, que vous les avez vraiment et que l'argent que vous le mettez vraiment. Parce qu'aujourd'hui, il vous met un tweet, mais globalement, il n'y a pas trop de traces. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de vraiment voir ce qu'ils détiennent.
Alors, les sites vont vous dire, voilà, ils détiennent tant, etc. Mais il n'y a pas de proof of reserve. Et lui, évidemment, pour lui, ça pose un problème de proposer, de présenter des preuves de réserve on-chain, parce qu'il ne veut pas doxer ses adresses, parce qu'à mon avis, il y en a plusieurs. Il n'a pas forcément envie de mettre plus à risque aujourd'hui sa position, mais quand même, ça lève l'interrogation pour les investisseurs qui se disent, attends, tu lèves des milliards, tu achètes sous effet de levier des milliards en BTC, et tu ne veux pas donner une proof of reserve, vous prouver en fait que les bitcoins que tu penses avoir ou que tu dis avoir, que tu les détiens véritablement. Et là, évidemment, ça pose des questions. Vous savez que moi, je ne suis pas un fervent défenseur de MicroStrategy. Je trouve que cette approche-là, évidemment, ça fait plaisir quand les mecs, ils achètent. Mais évidemment, quand ça se retourne, et quand ça se retourne très fort, on a vu ce que ça a donné. Tous les effets de levier en 2022, Terra Luna, avec l'UST, on a vu avec Celsius, on a vu avec BlockFi, on a vu avec FTX, on a vu avec plein de plateformes. Ça pue la merde. En général, quand ça se retourne, ça fait très, 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 très mal. Et surtout, quand tu arrives en dessous de ton prix d'acquisition moyen. Là, c'est pas dit qu'il ait acheté le top du cycle, hein, pas du tout. Mais en tout cas, pour l'instant, il achète des niveaux qui sont plus élevés que ce qu'il avait eu avant. Donc, il augmente son coût d'acquisition moyen. Là, il a 70 000 balles. Si en bear market, on passe en dessous de ces niveaux-là et que le Bitcoin ne performe pas bien pendant d'autres périodes et que les gens sont plus prêts à lui donner du cash pour renforcer ses positions, vu la manière dont il utilise pour lever de l'argent, peut-être que les gens lui diront, au lieu de se faire payer en action MicroStrategy, tu vas me payer en cash. Et si le cash, tu l'as pas, et que tu peux pas relever de l'argent pour le faire, qu'est-ce que tu es obligé de vendre? Du BTC. Et là, par contre, du BTC, il en a à vendre. 580 000 BTC, c'est énorme. Hein. C'est loin de ce qu'on avait connu avec MTGOX. Je crois qu'MTGOX, c'était 800 000 BTC, si je ne me trompe pas. Mais voilà, là, on est quand même sur des gros montants. Donc, attention, les gens aujourd'hui sont contents, ils pensent que c'est leur dieu. Il y a un vrai culte de la personnalité, et pour moi, ça reste un gars parmi tant d'autres. Et il n'y a pas de raison de mettre plus ce mec-là en avant que quelqu'un d'autre, simplement parce que il investit de l'argent dessus, donc les gens, ça leur fait plaisir. Mais vous allez voir que si à un moment donné, ça se retourne, et je ne sais pas ce qui va se passer, hein, mais si à un moment donné, ça se retourne et qu'il est obligé de vendre, ça va faire très mal. Parce que là, les mecs qui investissent sur MicroStrategy, les banques qui ont investi sur MicroStrategy, les effets de levier qu'il y a sur Bitcoin et tout, si c'est vendu, les 80% de correction de volatilité en bear market, possible que ce soit bien plus s'il y a des effets de levier. En fait, les effets de levier, en général, ça peut aller beaucoup plus vite, beaucoup plus fort. Donc, évidemment, ça a levé des suspicions, quoi. La partie risque et les preuves de réserve on-chain, quand on a un qui te dit qu'il investit énormément d'argent et qui te dit, non, moi, je vais pas décider de présenter mes proof of reserve, évidemment que ça interroge. Donc, assure. Pour l'instant, il est net acheteur, mais tu peux tomber sur des structures où, à un moment donné, ces personnes-là deviennent net vendeurs. D'ailleurs, aussi, en termes de news, qui pour moi est positive, je crois que c'est sur la fin du mois de mai, ou fin du mois de mai, début juin, où il y a 5 milliards de dollars qui seront redistribués via la chute de FTX aux détenteurs de crypto avec la chute de FTX. Donc là, non seulement ces gens-là vont récupérer de l'argent, mais vont récupérer de l'argent en fiat. Donc, il y a 5 milliards qui vont être redistribués à ceux qui avaient de la thune chez FTX. Donc, c'est une puissance, pour moi, qui pourrait être nette acheteuse si on a une partie qui retourne en crypto. Surtout avec un sentiment de marché qui pourrait commencer à shifter. Voilà. Pour l'instant, je pense que c'est trop tôt pour pouvoir le dire. Mais on est plutôt sur un momentum qu'un vrai changement de tendance, d'accord, sur les alts, et même y compris sur le BTC, on est sur un momentum avec la Golden Cross et tout. Mais attention à tous ceux qui vont vous dire ah non, mais c'est bon, ça va repartir en bear et tout, parce que ça peut remonter très très vite, très très fort. Et on pourrait très bien avoir dans les prochaines semaines un Bitcoin qui fait une bougie verte et qui monte à 120 000. Tout à fait possible, 120 000, 125 000, un Ether qui suit un peu. Et ça surprendra énormément de gens. Et quand la correction arrivera, les gens penseront que ça sera terminé. Et une correction de 30% comme ce qu'on a connu avant, ça arrivera. Les gens vous diront c'est le bear, et tout à fait possible que ça reparte encore plus haut. Donc on suivra ça, tout ça. Autre chose que je voulais vous dire aussi sur la partie prix court terme, en ce moment il y a la conférence Bitcoin qui est prévue. Alors j'ai plus la date exacte, mais je sais plus si c'est aujourd'hui ou dans les jours qui arrivent, mais globalement, méfiez-vous. Les mecs ils disent conférence Bitcoin, il va y avoir des belles perfs, globalement c'est de la merde. Hein. Voilà. Vous avez quelques moments où il va y avoir des bougies vertes, mais vous voyez, 2019, il y avait une conférence Bitcoin, mais en fait, on était dans des périodes de bear.
Mais très souvent, en fait, sur les 24 heures, il y a buy the rumor, sell the news, et après, ça corrige, hein. D'accord. Les mouvements que vous avez sur la conférence Bitcoin, en général, c'est de la daube. Ah, en général, c'est pas intéressant. En général, c'est de la daube. Au début, tu as peut-être un achat par anticipation, puis ensuite, ça corrige. Voilà. Le mois d'après, ça corrige, voire même plus bas, un peu comme le halving. Voilà. Donc, vous attendez pas à des trucs exceptionnels, peu importe ce que vous allez entendre. Vous allez avoir plein de tweets et plein de gens qui vont présenter des informations sur la conférence Bitcoin. Oui, comme à chaque fois, il va y avoir des prédictions ultra bullish, de dire il va y avoir des announcements, des entreprises qui achètent, des trucs. OK, mais ça ne changera pas grand-chose sur le court terme. Et c'est juste pour vous faire en sorte de vous faire bouger votre biais d'ancrage. Voilà, de vous dire, OK, Bitcoin à 110 000, achetez-le, parce que ça va monter à 500 000. Et Bitcoin à 500 000, achetez-le, parce que ça va monter à 10 millions. Donc, méfiez-vous. Voilà, méfiez-vous par rapport à ça. Historiquement parlant, c'est des placements de produits, hein. C'est que ça. Ces conférences, c'est des mecs qui, ouais, qui s'autocongratulent, qui se font des bisous. C'est super, c'est génial ton produit. Voilà, il y a tous les gros à l'intérieur qui ont des fonds, qui ont des trucs. Ils vont vous dire ce que vous avez envie d'entendre et puis terminer parce qu'ils ont envie voilà, de faire des thunes comme tout le monde. Mais méfiez-vous. Moi, j'ai jamais vraiment apprécié ce genre de truc. Je vois même pas l'intérêt en fait d'avoir ce genre de conférence. Voilà, c'est juste des placements de produits. Euh, il y aura des rediffusions, mais voilà, sur le court terme, méfiez-vous par rapport à ça.